j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de dimanche. Je vous retrouve assise sur mon canapé parce que j'ai encore beaucoup d'énergie à revendre, je suis franchement en pleine forme, mais il faut quand même admettre que je suis essoufflée en moins de 15 secondes. Du coup, je profite de cette vidéo pour m'asseoir un petit moment. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est hyper important et qu'on m'a souvent demandé d'aborder, c'est-à-dire le postpartum. Le postpartum, c'est toute la période qui vient après l'accouchement. C'est ce qu'on appelle aussi le 4e trimestre de grossesse et pendant lequel on vit le mois d'or, donc le premier mois après l'accouchement, qui sont des moments tellement précieux et pour lesquels bien souvent on n'est pas suffisamment préparé. Je vais vous parler avec ma propre expérience, je ne vais pas du tout vous parler de faits scientifiques ni quoi que ce soit, simplement j'ai vécu 3 postpartum, je m'apprête à en vivre un 4e et du coup c'est vraiment avec mon cœur de maman et de femme que je vais vous parler, vous faire cette vidéo. Il y a plein de sujets autour de la parentalité, autour de la maternité qui sont de plus en plus abordés, en particulier sur les réseaux sociaux, et c'est hyper important parce que ça permet de déculpabiliser plein de femmes, plein de parents, de papas qui traversent certaines étapes de leur vie qui sont parfois un petit peu difficiles ou pour lesquelles ils n'ont pas toutes les clés. Mais il y a aussi plein de choses qu'on vit en tant que femme, en tant que future maman ou que jeune maman qu'on aborde finalement assez peu. Des espèces de réalités qui tournent autour de la maternité, donc de la grossesse, du désir d'enfant, du fait de perdre un enfant, de ce fameux postpartum et puis des années qui suivent, de comment nous on se construit en tant que femme, en tant que mère. C'est des questions qu'on aborde aussi de plus en plus, mais qui sont souvent assez cachées, simplement parce que beaucoup de femmes ne le vivent pas forcément très bien. On est dans une société formidable dans laquelle on nous dit que du moment où on décide de faire un enfant, ou où on a un enfant, même si on n'a pas forcément décidé de l'avoir, on se doit d'être heureuse. Donc c'est une vague de bonheur qui nous arrive dans la tronche et qu'on doit accepter, les bras grands ouverts, le sourire aux lèvres. On ne nous parle pas de toutes les difficultés qui tournent autour et quand bien même, si on traverse des difficultés, il ne faut surtout pas s'en plaindre. Déjà parce que on a la chance d'être parents, il ne faudrait donc pas trop se plaindre, mais aussi parce que ça pourrait potentiellement effrayer les personnes autour de nous. Donc je vais vous prévenir tout de suite, cette vidéo va être très effrayante. Donc oui, devenir parent, c'est évidemment une vague de bonheur énorme qui nous arrive dans la tête, oui. Cela dit, premièrement, déjà tout le monde ne le vit pas comme ça. Par exemple, au moment de la naissance, on a l'impression qu'on va de toute façon tomber fou amoureux de ce nouveau petit être qu'on ne connaît absolument pas, un genre de coup de foudre qui a été écrit dans l'histoire de notre destin. La réalité, c'est pas toujours ça. Il y a des mamans pour lesquelles c'est une évidence dès le début, moi ça a été plus ou moins mon cas pour mes 3 premiers enfants, et il y a des femmes pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile et le lien doit se tisser petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir, bien au contraire, ça ne veut pas dire que vous êtes anormal, ça veut simplement dire que vous avez besoin de temps pour tisser cette relation, pour apprendre à connaître ce nouveau bébé dont vous ne connaissez finalement pas grand chose parce qu'il vient de passer 9 mois, si tout va bien, au creux de votre ventre sans vraiment communiquer avec vous. Et il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans cette difficulté ou ce besoin de tisser le lien gentiment. C'est par exemple les conditions de la grossesse, les conditions de la naissance, comment est-ce qu'on est entouré, comment est-ce qu'on vit ce tout début de postpartum, ces premiers jours. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en ligne de compte et pour lesquelles on n'est pas du tout responsable. C'est pas quelque chose qu'on peut préparer à l'avance, qu'on peut imaginer à l'avance. J'imagine que je vais avoir un coup de foudre pour mon 4e enfant, comme ça a été le cas pour mes 3 aînés, mais je ne suis à l'abri de rien et en réalité, je ne sais pas du tout comment les choses vont se passer et comment moi je vais vivre les choses. Et il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte dans les potentielles difficultés qu'on va pouvoir vivre ces premiers jours, ces premières semaines, ces premiers mois de vie de notre bébé ou de notre vie de maman. Premièrement, il y a le côté physique. Là, on va parler en particulier du mois d'or, donc le premier mois après l'accouchement, mais ça peut aussi durer des mois, voire parfois des années. On n'a pas tout un accouchement de rêve et on n'a pas toutes des suites de couches de rêve non plus. On a toutes des histoires qui sont propres à nous-mêmes. Moi, j'ai vécu 2 accouchements pour lesquels il y a eu des suites qui n'étaient pas très rigolotes et clairement, j'ai souffert le martyre pendant un certain temps, particulièrement après mon premier accouchement. Et c'est des choses pour lesquelles je n'étais pas préparée du tout. De perdre autant de sang, de devoir porter des slip filets avec des grosses serviettes en coton hyper épais, c'est vraiment des choses que je n'imaginais pas. Les douleurs des tranchées, donc les contractions qu'on a particulièrement quand on allait et qui permettent à l'utérus de revenir à sa place originale, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être hyper douloureux. Pour Nao, je l'ai vraiment vécu pendant quelques jours, mais ça a été hyper intense et je crois pas que j'étais prête pour ça non plus. Il y a des femmes qui vont se sentir hyper bien 1 heure après l'accouchement et il y en a d'autres qui vont avoir des points de suture qui vont être douloureux ou alors qui ont subi une épisiotomie ou autre chose qui leur ont fait super mal et qui ne vont juste pas pouvoir se lever pendant un certain laps de temps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super difficile à vivre. On a envie de profiter de son bébé, on a envie d'apprendre à découvrir ce nouvel univers de la maternité, et finalement on se retrouve coincé dans un corps qu'on ne reconnaît pas vraiment, avec des courbes qu'on ne reconnaît pas vraiment non plus, parce qu'en fait le ventre ne va pas se dégonfler tout de suite, on va garder cette espèce de ventre un petit peu rebondi, en ayant en plus des douleurs partout, en ayant un peu de la peine à se déplacer, en ayant mal au sein, avec la montée de lait, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses physiques qui vont probablement nous impacter et avec lesquelles on va pas pouvoir se sentir hyper à l'aise en un claquement de doigts. Et ça, c'est tout des thèmes du
postpartum que je n'ai jamais abordé moi-même avant d'avoir mon premier enfant. Et je pense que c'est des informations qui m'ont manqué. Pas parce que c'est une réalité absolue, parce que chacune vit les choses à sa façon, mais parce que ce sont des choses qui peuvent être difficiles à vivre et qu'on devrait avoir plus de préparation là autour, simplement pour savoir plus ou moins à quoi s'attendre et imaginer aussi qu'en réalité tout n'est pas si rose que ça. Il y a aussi l'histoire d'allaitement qui rentre en ligne de compte et qui peut rentrer dans les côtés physiques qui sont pas toujours très agréables, c'est-à-dire que les débuts de l'allaitement peuvent être magiques, comme ils peuvent être assez compliqués. On peut avoir des inconforts, on peut avoir une montée de lait qui est hyper douloureuse, on peut traverser des mastites, des choses comme ça. On est assez facilement mal entouré au niveau de la maternité si on n'a pas une pro à côté de nous. Et là aussi, c'est des choses qui vont nous impacter relativement fort dans les heures, les jours qui vont suivre la naissance de notre bébé. Et à côté de tous ces trucs physiques qu'on ne peut pas contrôler et qui ne dépendent pas vraiment de nous, on a tout le côté émotionnel, le côté hormonal, où là non plus, on ne contrôle pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse chute d'hormones, donc ça arrive très régulièrement qu'une maman fasse un baby blues après la naissance de son bébé, qu'elle est donc une période où elle ne se sent pas spécialement bien, où tout la rend excessivement triste et en même temps profondément heureuse. C'est une ambivalence qui est énorme, et d'ailleurs qu'on vive un baby blues ou pas, je crois qu'on a cette ambivalence d'émotions de toute façon, en tout cas moi je l'ai vécu pour chacun de mes bébés. Vraiment ce sentiment d'aimer ce bébé tellement fort que c'est incompréhensible, ça nous dépasse complètement, même si c'est le deuxième, le troisième, le quatrième bébé, il y a toujours cette espèce de magie où on ne comprend pas comment on peut avoir un amour aussi fort pour un petit être, et d'un autre côté, on a le sentiment qu'on ne va jamais y arriver. On entend notre bébé qui pleure, on n'arrive pas forcément à le calmer, nous on est fatigué, on n'est pas forcément bien, et il y a plein de choses qui se mélangent en même temps et qui font un espèce de cocktail explosif qui est pas forcément facile à gérer. Et au milieu de cette salade émotionnelle, physique, etc., on a tout l'entourage qui a envie de venir voir ce merveilleux petit être, qui souvent met un petit peu la maman de côté et se concentre exclusivement sur ce petit bébé, alors qu'on a envie, nous, de fusionner avec ce bébé et qu'on n'a pas envie de le partager pour l'instant, parce qu'on vient à peine de le découvrir, qu'on ne le connaît pas encore, et qu'on n'a pas du tout envie de le voir passer de bras en bras. En tout cas, c'était complètement mon cas. Et ça aussi, c'est quelque chose où c'est hyper difficile parce qu'il faut apprendre à dire non. Et souvent, on est dans un tel état de faiblesse au moment de la naissance de notre bébé qu'en fait, on n'a juste pas l'énergie ni de voir des gens, ni de leur refuser les visites, ni même de leur refuser de prendre notre bébé dans les bras. Et du coup, on se retrouve complètement livré aux envies, aux aléas des gens qui vont venir et qui vont en fait faire un petit peu ce qu'ils ont envie avec ce bébé pour lequel on ne pourra pas faire grand chose vu notre état de fatigue. Ces premiers jours, c'est souvent un petit peu chaotique. Moi, pour mon premier, j'ai vraiment vécu ces chamboulements-là comme une explosion qui précisément m'est arrivée en plein dans la tronche et que je n'ai absolument pas pu contenir. C'est vraiment... les choses m'arrivaient, me tombaient dessus, je ne pouvais rien faire pour m'en protéger, pour protéger mon bébé. J'avais le sentiment d'être complètement livrée aux autres et aux besoins et envies des autres et de ne pas du tout entrer moi en considération dans ce qui était important pour moi et pour les besoins de mon bébé, et ça a été super difficile. Ce qui m'a aidé particulièrement avec la naissance de Nao, c'est de prendre la décision de vivre les choses complètement autrement. Peu importe la manière de laquelle on a envie de vivre son accouchement, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir le vivre de façon la plus respectée possible pour nous et pour notre bébé, mais aussi de se savoir entouré, de se savoir écouter, de savoir qu'on va avoir les professionnels auxquels on peut avoir confiance autour de nous, que ce soit pour le moment de la naissance, mais aussi pour la suite. Vraiment qu'on puisse se sentir complètement coucouné dans ce moment de notre vie qui est un moment en même temps merveilleux et en même temps magique, qu'on ne vivra pas deux fois, même si on a plusieurs enfants. C'est une seule fois qu'on va vivre la naissance et le postpartum de ce bébé-là. Et en même temps, ça va vraiment pouvoir nous permettre de nous déresponsabiliser de plein de choses et puis de se concentrer vraiment sur nos besoins et sur les besoins de ce tout petit qu'on doit découvrir et avec lequel on doit faire connaissance. Donc ce qui m'a aidé du coup avec la naissance de Nao, effectivement, c'est de pouvoir être maîtresse de mon accouchement et de comment je voulais vivre les choses. Donc j'ai décidé que je voulais accoucher chez moi, mon chéri m'a tout à fait accompagnée là-dedans, il a été d'un soutien incroyable. On a vécu ça que tous les deux, il y a la sage-femme qui est venue après qui s'est occupée des premiers soins. Elle m'a dit elle-même, mais lève-toi, va aux toilettes si t'as envie, va boire un verre d'eau. Je la croyais pas, parce qu'en fait mes deux accouchements précédents s'étaient passés en maternité et puis les suites de couches justement n'avaient pas été faciles, et du coup pour moi c'était impensable de pouvoir me lever et me déplacer. J'ai essayé quand même parce qu'elle me le disait avec plein de bienveillance, et en réalité je me sentais super bien. Vraiment, je me rappelle avoir dit 20 minutes après la naissance de Nao que j'aurais pu revivre le même accouchement juste après tellement j'étais en pleine forme. Donc vraiment le fait d'avoir vécu ça dans mon cocon, dans un espace où moi je me sentais en sécurité, où je me sentais bien, ça a vraiment changé toute ma conception de la maternité et de ces premiers instants de vie avec un bébé.
Et une fois que la sage-femme a fini ses premiers soins, elle est repartie, je me suis retrouvée toute seule avec mon bébé et mon amoureux puisque mes 2 aînés étaient chez ma maman. Ça aussi c'était un truc qui était important pour moi, de pas avoir dans les 3-4 jours qui suivent, même si j'accouchais à la maison, les émotions de 3 enfants à gérer en plus des miennes. J'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle et je pense que pour eux c'était aussi plus agréable d'être tranquillement coucounée avec ma maman, avec leur grand-maman, plutôt que de se retrouver tout de suite dans cette espèce de tempête avec un bébé qui pleure, qui a des besoins, etc. Mon chéri a été aux petits soins, il nous a préparé des petits plats qui nous a amenés au lit, enfin qui m'a amené au lit. On a passé 3 jours à être couchés les 3 ensemble dans ce lit et puis à juste faire connaissance et à juste prendre du temps pour nous. Et du coup ma chute d'hormones je l'ai pas sentie hyper violente, donc j'ai eu des moments évidemment où j'ai regardé mon bébé, j'ai fondu en larmes, les choses m'ont paru totalement invraisemblables, incroyables, mais ça a été hyper doux, en tout cas beaucoup plus doux que pour mes 2 aînés parce que j'étais vraiment dans un lieu et dans un environnement dans lequel je me sentais hyper bien. Et donc pour commencer, moi si je peux vous donner des conseils pour vivre le mieux possible votre postpartum, et ben finalement c'est assez simple. Déjà le principal c'est d'avoir eu un projet de naissance qui a pu être respecté. Donc vraiment même si vous devez vivre une césarienne, peu importe, mais juste de pouvoir poser sur écrit ce qui est important pour vous, le fait que vous avez envie d'être respecté, d'avoir le temps de vivre les choses, d'avoir le temps de faire connaissance avec votre bébé s'il n'y a pas de soucis de santé. Il faut aussi pouvoir se respecter au niveau des visites. Donc avant la naissance peut-être qu'on ne réalise pas forcément quels vont être nos besoins, mais après la naissance de bébé, on a le droit de dire aux proches que pour le moment on a juste envie de profiter d'être avec notre bébé. Ça n'a rien d'agressif envers nos proches, ce n'est pas une façon de les mettre de côté, c'est juste une façon de réaliser que la priorité c'est vous et votre bébé uniquement, et du coup il n'y a que vos besoins qui priment. Donc les autres ont toute la vie pour faire connaissance avec ce bébé, en attendant c'est vous les parents et il faut vraiment que vous ayez le temps juste de profiter de votre bulle. Si vous avez envie d'avoir des visites, du coup, écoutez-vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'en avez pas envie, n'hésitez pas à dire non. Et si vous n'avez pas le courage de le faire parce que vous êtes pleine d'émotions, pleine de... voilà, et ben demandez à votre conjoint de le faire. Il est aussi là pour vous protéger, pour vous préserver, pour s'occuper de ce genre de choses. Ce qui compte aussi, c'est d'avoir un compagnon ou une compagne qui est présent, qui est soutenant, qui est empathique, qui est respectueux. Même si le second parent ne traverse pas tout ce qu'on vit, nous, émotionnellement, physiquement, etc., il va vivre bien évidemment tout un tas de choses, mais il n'y a pas les mêmes impacts sur le corps par exemple si la personne n'a pas accouché. Mais le principal c'est de savoir qu'on est entouré, de savoir qu'on va avoir un pilier avec nous qui va pouvoir nous aider, nous soutenir et nous tenir par la main si on en a besoin, quelqu'un avec qui on va pouvoir se passer le relais, quelqu'un avec qui on va pouvoir communiquer, exprimer nos ressentis, avoir une oreille attentive, avoir une épaule sur laquelle on peut se poser si ça va pas. Enfin, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour nous accompagner. D'ailleurs même si vous êtes maman solo, entourez-vous juste d'une personne de confiance, une sœur, une maman, une amie, peu importe, quelqu'un avec laquelle vous allez vous sentir totalement en confiance et qui va pouvoir être là pour représenter ce pilier. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des professionnels qui soient à l'écoute de nos besoins et qui aillent dans notre sens. Donc pas des gens qui vont essayer de nous faire changer l'histoire qu'on a envie de vivre avec notre bébé et de nous imposer leur point de vue, donc par exemple au niveau du cododo, de l'allaitement, etc. Mais vraiment des gens qui vont pouvoir nous soutenir avec bienveillance dans ce que nous on choisit. Donc par exemple, si vous voulez allaiter, que c'est votre premier allaitement, que vous êtes informé mais sans plus, n'hésitez pas à avoir dans votre poche le numéro d'une IBCLC, donc une professionnelle de la santé qui est formée en allaitement et qui va pouvoir vous accompagner là-dedans. Et ça c'est quand même quelque chose de super précieux et qui n'est pas forcément inné. Et ensuite, qu'est-ce qui peut aider selon moi les jours d'après? C'est déjà d'avoir un entourage qui soit respectueux de nos besoins, encore une fois, qui ne va pas s'imposer si on n'en a pas envie pour le moment, et potentiellement d'avoir des gens qui vont être là pour prendre le relais, par exemple pour les repas, qui vont pouvoir vous amener 1 ou 2 repas chauds, pour que vous et votre conjoint vous puissiez juste profiter de cette bulle d'amour, quelqu'un qui va pouvoir peut-être s'occuper de vos aînés, quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous offrir en cadeau de naissance quelques heures de ménage pour ne pas avoir besoin de vous prendre la tête avec ça. Bref, il y a plein de façons d'être présent en tant qu'entourage d'une personne qui vient d'avoir un bébé, sans avoir besoin d'être oppressant ou de porter ou de s'occuper de ce tout petit bébé avec lequel la maman a probablement envie de fusionner. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est hyper aidant aussi. De savoir que si on a une douleur, si on a quelque chose qu'on comprend pas, si on a une émotion forte, si on a besoin de quelque chose en particulier, on a des personnes de confiance qu'on va pouvoir appeler et avec lesquelles on va pouvoir communiquer nos besoins pour avoir de l'aide et avoir une oreille attentive. C'est une période pendant laquelle il faut s'écouter et il faut se respecter. On va avoir plein de besoins qu'on connaît pas encore, on va se retrouver avec un enfant qu'on connaît pas, mais aussi avec nous-mêmes, une nouvelle personne, une maman, qu'on n'était pas forcément avant et qu'on doit redécouvrir. Donc c'est un chamboulement personnel qui est énorme. Au-delà du fait qu'on doit redécouvrir ce corps qui ne nous ressemble plus vraiment et qu'on reconnaît pas forcément, il y a aussi tout le côté justement mental et émotionnel qui va évoluer avec l'arrivée
de ce bébé, parce qu'on a envie de faire les choses d'une certaine façon dans notre parentalité, puis en réalité, quand le bébé est là, les choses sont vécues parfois très différemment. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez difficile de partir à la découverte de soi-même et d'accepter le fait qu'on ne soit pas exactement la personne qu'on s'attendait à être. Il y a aussi autre chose qui va être complètement chamboulée, c'est le couple. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas souvent, mais un couple qui vient d'accueillir un bébé, ou même qui va accueillir un bébé, c'est un chamboulement qui est énorme et qui est parfois explosif. On va être hyper fatigué, on va réapprendre à découvrir la personne avec laquelle on est tombé amoureux d'une personne et on va devoir tomber amoureux du parent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper difficile, d'apprendre à s'octroyer du temps individuel, mais aussi du temps de couple, pour pouvoir avoir du temps à deux, pour pouvoir se redécouvrir, travailler un petit peu la complicité. C'est des choses qui sont vraiment pas faciles, d'autant plus si on n'est pas forcément en accord sur tout au niveau de la parentalité. Quand il y a des mises à jour à faire, des choses comme ça, c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut éventuellement préparer à l'avance avec son conjoint pour vraiment avoir un environnement le plus sécure possible pour les deux finalement, mais aussi pour le bébé, de pouvoir communiquer un maximum sur comment on a envie de vivre les choses, sur comment est-ce qu'on va essayer de gérer la fatigue, etc. parce que c'est des réalités. Et ce qui est hyper important en parlant du couple aussi, c'est la notion de physique et de l'importance de ne pas mettre de pression physique à la personne qui vient d'accoucher. Parce que évidemment que si on est pleine de douleurs, qu'on est pleine d'émotions, qu'on comprend pas forcément, qu'on est hyper fatigué et qu'on doit apprendre à se réapproprier notre corps, on n'a pas nécessairement envie d'avoir une intimité de couple. L'intimité, elle peut s'écrire de 1000 façons. Je crois qu'il n'y a pas besoin forcément d'intimité physique au tout début, si l'un des deux parents n'en a pas besoin. Il y a plein de femmes qui se voient mettre une pression énorme sur elles avec cette espèce d'intimité de couple qu'il faut impérativement avoir après l'accouchement pour ne pas délaisser le papa. La réalité, c'est que le papa n'a pas besoin d'une intimité de couple. Au pire, il peut se débrouiller tout seul, et au mieux, il peut faire en sorte d'aider, de seconder un maximum sa conjointe, de lui faire à manger, de l'aider, de la soutenir, d'être hyper prévenant, hyper présent, et puis en fait, tout va se construire petit à petit avec la complicité, avec les échanges, avec les rires, avec les moments qu'on va partager à deux. Petit à petit, les choses vont s'écrire par elles-mêmes. Mesdames qui venez d'accoucher, s'il vous plaît, ne vous forcez pas à entretenir des relations physiques si vous n'en avez pas envie. Il y a des gens, des proches, des médecins qui vont vous dire l'appétit vient en mangeant. Ben en fait pas toujours quoi, on peut vite se retrouver à subir en fait des viols conjugaux simplement parce que on n'arrive pas à dire non et que du coup on se sent obligé de consentir à un acte pour lequel on n'est pas prête, que ce soit physiquement, que ce soit hormonalement, émotionnellement, peu importe, on n'a pas besoin d'avoir de raison de dire non. Et ça c'est une des pressions énormes qu'on va mettre sur les jeunes mamans alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça. On ne doit rien à la personne avec qui on vit et en fait on se doit du respect à nous-mêmes au même titre qu'on respecte la personne avec laquelle on est. Et d'ailleurs c'est pareil pour la personne avec qui on est. Le conjoint qui vient d'avoir un bébé et qui voit sa femme complètement chamboulée, qui vient de traverser 1000 choses, il n'a pas à insister avec ce genre de choses. Encore une fois, l'intimité ça se crée de 1000 façons. Il y a plein de manières différentes de pouvoir ramener une intimité au sein du couple qui n'est pas forcément faite uniquement d'actes sexuels. Et je crois que c'est hyper important juste de se rappeler que consentir ça veut pas juste ne pas dire non, mais ça veut vraiment dire faire les choses parce qu'on en a envie. Et peu importe comment ça se passe, il y a des premières fois après avoir eu un bébé qui sont pas forcément très drôles, on a le droit d'arrêter à tout moment, on a le droit de dire stop à tout moment, c'est pas grave et ça peut même être quelque chose de plutôt amusant dans le couple du moment où on est avec quelqu'un qui nous respecte et qu'on va respecter. Donc n'hésitez pas à communiquer autour de ces sujets-là et à pas laisser une situation s'embourber parce que vous osez pas en parler. Quand on vient d'avoir un bébé, il y a aussi plein d'autres choses qu'on va être amené à vivre. Je vais pas pouvoir parler de tout ici, mais il y a par exemple l'hypervigilance maternelle. Donc le fait d'avoir peur en permanence de mal faire les choses, le fait d'avoir besoin de tout surveiller, de tout vérifier, d'avoir peur de tout, d'être hyper angoissé à l'idée de faire quelque chose de travers. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement normal, qu'on ait aussi beaucoup à vivre. Et je pense que c'est hyper important de le dédramatiser, parce que c'est quelque chose de normal. On a un tout petit être qui a l'air tellement fragile qui vient au monde, et l'univers entier est autour de nous et commence à nous faire peur parce qu'on sait pas comment ça va impacter notre bébé et qu'on veut le sécuriser, le protéger en permanence. C'est juste quelque chose de normal, il n'y a pas de souci avec ça, ça va s'estomper gentiment avec les mois et là encore ça peut être vraiment d'une énorme aide d'avoir un entourage qui comprend ce qu'on est en train de ressentir et qui va pas juger ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Il y a des moments où on va pas savoir comment répondre aux besoins de notre bébé, où il va pleurer, on va pas comprendre pourquoi, on va pas comprendre s'il a mal quelque part. Il y a vraiment des moments en tant que parent où on a le sentiment d'être complètement incompétent, en particulier les premiers jours, les premières semaines, et ça aussi c'est quelque chose de normal. On doit apprendre à communiquer avec notre bébé, on doit apprendre à reconnaître ses pleurs, et il n'y a pas de problème avec ça. Du moment où on essaye de faire de notre mieux et où on sait qu'on est à notre maximum, bah voilà, on fait chacun comme on peut avec nos propres outils, et petit à petit on va apprendre à comprendre ce petit être. Je vous parlais avant de baby blues. C'est vrai qu'on a cette espèce de chute d'hormones considérable qui va nous faire avoir plein d'ambivalence dans les émotions. Ça peut tourner en dépression postpartum. Une dépression postpartum, c'est une dépression au sens propre, donc pas quelque chose qu'on peut minimiser.
ça arrive à beaucoup de femmes et souvent on réalise un petit peu trop tard ou on demande de l'aide un petit peu trop tard parce qu'en fait on n'ose pas considérer qu'on peut être à ce point au fond du gouffre en train de se noyer alors qu'on vient d'avoir un bébé. Mais là aussi, même si c'est des choses qui sont pas banales, c'est des choses qui sont normales. Il y a plein de femmes qui traversent ça. Moi je l'ai traversé après l'un de mes accouchements et clairement il faut pouvoir se faire aider dans ces cas-là. Il faut pas minimiser ce qu'on ressent. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau, que vous êtes au plus mal sans pouvoir vous l'expliquer et malgré tout l'amour que vous avez pour votre bébé, que vous vous sentez épuisé en permanence, que vous avez l'impression de ne plus rien contrôler, que vous êtes débordé par vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, parlez-en à votre conjoint, parlez-en au pédiatre ou alors à votre gynécologue, juste pour avoir un retour et juste pour avoir peut-être de l'aide et quelqu'un qui va pouvoir vous guider vers une personne plus adéquate pour pouvoir vous aider à traverser cette période-là. Ne minimisez pas votre vécu, vraiment, ce que vous ressentez c'est hyper important. Votre bébé est essentiel, c'est votre priorité, c'est normal, mais vous êtes essentiel aussi et si vous prenez pas soin de vous, ça va être tellement difficile après de pouvoir prendre soin de votre bébé. Et donc voilà, le postpartum c'est une période qui est phénoménale pour plein de raisons, pendant laquelle on va devoir trouver une nouvelle organisation avec son bébé, avec les aînés ou sans aînés, peu importe. On va devoir apprendre à découvrir cet enfant, le conjoint avec lequel on a eu cet enfant et nous-mêmes. On va devoir apprendre à dire non aux gens autour de nous qui n'auront pas forcément les mêmes visions des choses que nous, mais qui n'ont pas leur mot à dire parce qu'ils ne sont pas les parents de notre enfant. On va devenir probablement des lionnes armées jusqu'aux dents pour ne pas laisser des inconnus venir toucher notre enfant et lui faire subir des choses qu'on n'a pas envie qu'il subisse. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui vont s'accumuler les unes avec les autres et c'est vrai que tout ça, c'est des choses desquelles je trouve qu'on ne parle pas suffisamment. Donc voilà, c'est ensemble de plus de 8 mois que je vous fais cette vidéo un petit peu brouillon. J'espère que vous aurez compris le principal et que potentiellement ça aura pu peut-être vous donner des outils pour préparer au mieux votre propre postpartum. Moi je m'apprête à vivre un postpartum assez similaire à celui de Nao, c'est-à-dire entouré par des professionnels en qui j'ai entièrement confiance, avec une naissance à domicile non assistée comme j'ai envie de le vivre, avec mon amoureux qui est hyper soutenant et qui se réjouit de vivre ça avec moi, avec mes proches qui vont être là pour m'aider, pour pouvoir m'aider avec les aînés mais aussi avec les repas et ce genre de choses, et c'est juste tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir moi me concentrer sur mes ressentis, sur les besoins de mon tout petit, sur mon conjoint, sur notre bulle, sur ma famille, sur mes enfants, et ça va nous permettre d'avoir cette période hyper précieuse pendant laquelle on va pouvoir se construire en tant que famille de 6 et pendant laquelle moi je vais pouvoir me construire en tant que maman de 4 enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne vous aura pas fait trop peur pour celles qui attendent leur premier enfant ou alors qui ont envie d'avoir un premier enfant, mais je trouve que c'est comme les réalités autour de l'accouchement, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas et qui sont essentielles. Parce que quand on sait les choses, on sait peut-être reconnaître nos besoins différemment et parce qu'on s'y prépare peut-être différemment. Et je crois que c'est vraiment des choses que j'aurais aimé savoir avant la naissance de mon premier enfant et que je ne savais pas. Donc si par hasard cette vidéo peut aider au moins l'une d'entre vous, ben c'est tout bénef et j'ai tout gagné. Il y aura d'autres vidéos à venir parce qu'en fait j'ai plein d'idées en vrac, je voulais vous parler d'habits de grossesse, je voulais faire une seconde vidéo sur les envies de grossesse bizarres de mes abonnés, je voulais faire une vidéo sur la préparation du lit dodo de notre bébé, qu'on va tout remonter ce week-end, qu'on va peindre, etc. Je voulais faire aussi une vidéo un petit peu particulière sur le shooting de maternité que j'ai vécu avec une amie photographe, avec une maquilleuse, avec une fleuriste, et du coup c'est toutes des choses que je vais essayer de filmer le plus rapidement possible parce que dans 3 semaines probablement je serai maman de ce bébé et je ne serai plus enceinte, donc je vais essayer de faire au mieux, quitte à continuer à publier ces vidéos même après l'accouchement. Mais c'est vrai que vu mon état de fatigue et vu la quantité astronomique de rendez-vous que j'ai en ce moment, je ne sais pas ce qui va être publié, ce qui ne va pas être publié. Bref, tout bientôt je vais recommencer les vidéos d'allaitement et de portage et les vidéos avec un tout petit, et ça je m'en réjouis trop, même si je suis pas du tout impatiente de vivre cet accouchement, pas parce que je n'ai pas envie de le vivre, mais parce que j'adore trop être enceinte et que j'ai envie que ça dure encore des années, même si ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de dimanche, j'espère que tout se passe merveilleusement bien pour vous, et à tout bientôt, ciao!